à un protagoniste de l'histoire. En effet, Danton a invoqué à plusieurs reprises différentes phases de la Révolution, Lycurgue et la discipline spartiate. Camille Desmoulins, en revanche, à la veille de son exécution, déclarait, un petit journal qui s'appelle Le Vieux Cordelier, de véritables républicains, des démocrates permanents par principe et par instinct, c'étaient les Athéniens. Les Athéniens, des démocrates, oui, des démocrates, selon Desmoulins, parce qu'ils encouragent la liberté de parole, devenue à la Révolution liberté de la presse. Ce qui n'empêche pas, dit Desmoulins, ce qu'il appelle lui-même cette charmante démocratie, d'avoir ses défauts. Sans doute, selon lui, la démocratie athénienne accorde-t-elle le droit de se tromper, il pose notamment la possibilité d'amnistie, mais le partisan de la démocratie représentative qu'est Desmoulins lui fait le reproche aux Athéniens, ou fait le reproche à la démocratie athénienne d'être une démocratie directe. Or, un peu plus d'un demi-siècle après Danton et Desmoulins, Fustel de Coulanges, dans l'introduction à la cité antique, nous avertit. Je cite encore une fois, « Nous avons quelque peine à considérer les anciens comme des peuples étrangers. C'est presque toujours nous que nous voyons en eux. De là sont venues beaucoup d'erreurs. Or, les erreurs, en cette matière, ne sont pas sans danger. L'idée que l'on s'est faite de la Grèce et de Rome a souvent troublé nos générations. » La question, donc, mille fois posée, c'est celle des Grecs anciens et nous. Mais dans le cas particulier aussi, les Grecs modernes et nous, les Grecs contemporains et nous, qui sommes donc associés dans la même Union européenne, dans cette même Union européenne, consacrée par le traité de Maastricht, par le traité constitutionnel de Lisbonne, refusé en référendum en France et en Hollande, et ensuite imposé par Sarkozy, et puis désormais ce sinistre pacte budgétaire européen, d'ailleurs assorti encore d'un mécanisme qui finalement a été créé par le gouvernement Hollande lui-même. Grecs et Grecs, donc, nos contemporains, héritiers, sans aucun doute, de la langue de Périclès, et nous, Européens. Dans cette mesure, me semble-t-il, les problèmes économiques, les problèmes politiques, sociaux, culturels aussi, entraînés par l'intégration de la Grèce dans l'Union européenne, sont à envisager dans une perspective anthropologique, mais dans une perspective anthropologique critique, c'est-à-dire donc une anthropologie qui inclut dans le « eux » des autres à la fois le « je » et le « nous » de qui enquête, de qui essaye d'observer, mais non seulement d'observer, mais aussi de comprendre, mais aussi, en ce qui concerne la Grèce ancienne, une anthropologie historique pour laquelle le regard distant porté sur la Grèce ancienne, par laquelle je vais commencer naturellement, suscite un regard décentré, devrait susciter un regard décentré sur ce nous inclusif, ce nous qui est le nous européen. Brièvement et très brièvement donc, eux, les Athéniens, les Athéniennes aussi du 5e siècle, qui, sans aucun doute, connaissent une forme de démocratie, puisqu'il s'agit ici de démocratie avec un monarque qui a été remplacé par
3, puis ensuite 9 archontes, donc des magistrats, des ministres en quelque sorte, avec, c'est très important, un pouvoir limité à une seule année et un système de désignation qui combine l'élection d'un côté, mais aussi le tirage au sort. Ce problème du tirage au sort revient dans les débats actuels sur la démocratie. Un conseil des 500, là aussi tiré au sort parmi des citoyens qui sont des citoyens volontaires, loin d'être indifférents, un aéropage plus ou moins l'équivalent du Sénat, et puis naturellement une ecclésia, cette assemblée qui permet l'exercice de la démocratie directe. Mais vous savez fort bien, ni les métèques, ni les esclaves, ni les femmes ne participent à l'assemblée, ne participent à l'ecclésia. Le droit, finalement, le droit de citoyen est donc réservé à un corps estimé à 30 000 hommes, à peu près à la fin du 5e siècle. Un système que je dirais peut-être un système oligo-démocratique, qui est néanmoins, et ça me semble absolument essentiel, qui est néanmoins fondé sur deux principes voisins, deux principes complémentaires. Un principe de isonomia, la même loi, les mêmes règles pour tous, enfin pour tous les citoyens, pour tous ceux qui ont le droit de citer, et à côté de l'isonomia, en complément, l'isomoiria, c'est-à-dire une part égale, la part égale à la politique, quel que soit son statut, quel que soit sa richesse. C'est-à-dire, en fait, une première forme d'état de droit, hein, avec des droits égaux ou avec des droits également partagés, mais évidemment un état de droit qui est réservé dans la population à une minorité, même si elle est relativement large, de citoyens. Or, en Grèce contemporaine, après la chute du régime des colonels, dont je vous rappelle qu'il a été largement soutenu par les États-Unis et largement toléré aussi par les pays de l'Ouest européen, l'état de droit rétabli, a subi récemment des attaques déterminantes, et des attaques déterminantes que je vois au nombre de 3. D'une part, par les accords de Dublin, l'Union européenne a imposé à la Grèce, d'un côté, l'obligation de refouler les migrants, les migrantes qui transitent par la Turquie, qui arrivent en général du Moyen-Orient ou de différents pays d'Extrême-Orient, voire d'Afrique aussi par le biais du Moyen-Orient. Mais cette obligation de refouler les migrants a été assortie du devoir d'accueillir les demandeurs d'asile. Et autre paradoxe, elle a fourni à la Grèce, en partie en tout cas, les moyens du refoulement, par le biais de l'agence Frontex notamment, mais sans accorder ceux de l'accueil. Donc, un premier déni de droit pour les migrants, aussi bien que pour les réfugiés, avec la précarisation extrême dont vous avez certainement entendu parler, précarisation et des uns et des autres, tout en suscitant les réactions xénophobes, qui touchent actuellement pratiquement au pogrom de sinistre mémoire. Je crois qu'il va nous en parler tout à l'heure. Deuxième déni de droit, ou deuxième attaque à l'état de droit, me semble-t-il, par les mesures d'austérité. Par les mesures d'austérité, donc imposées à l'ensemble de la population résidente par ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire donc le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, la BCE. Des mesures d'austérité qui, en fait, sont
des mesures d'ajustement structurel, ces mesures d'ajustement structurel qui avaient été imposées, en particulier par le FMI, aussi par la Banque mondiale, dans les années 90. Ça continue d'ailleurs aux pays les plus endettés, et ces pays les plus endettés étaient aussi les pays les plus défavorisés. Donc, des mesures d'ajustement structurel qui entraînent la suppression de milliers de postes d'employés de l'État, et par ce biais, une partie de la population est privée de l'accès aux soins, de l'accès à un travail à la rémunération décente, et surtout de l'accès à un certain nombre de services sociaux. Mais, comme des économistes, et même les économistes, disons, les plus traditionnels reconnaissent, ces mesures, dites mesures d'austérité, ont aussi accentué la crise économique. Je vous rappelle les derniers chiffres du chômage, notamment le chômage des jeunes, c'est tout à fait effrayant. En août 2012, statistiques européennes, 57% des jeunes sont au chômage, alors que le taux de chômage dans l'ensemble de la zone euro est de 23, parce que j'avais noté là 24%, ce qui est d'ailleurs un chiffre lui aussi particulièrement inquiétant. Donc une attaque fort féroce aux droits sociaux, et notamment à ces droits sociaux tels qu'ils sont inscrits, on l'oublie toujours, dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit de l'article 25, je ne lis pas ici l'intitulé. Quoi qu'il en soit, des mesures qui entraînent de nouveau précarisation, discrimination et naturellement par ce biais déni de droits. Troisième effet, la désignation, et en particulier la désignation de banquiers comme ministre des Finances. C'est tout à fait significatif du fait que c'est désormais l'économie, ou c'est désormais plutôt le financier, le secteur financier, la logique même du secteur financier, qui prime sur l'économie auquel peu à peu on avait asservi le politique par la complicité même d'ailleurs des autorités politiques. Et cette mainmise de la finance s'est opérée par un mécanisme pervers, c'est celui que nous décrivons à plusieurs reprises dans ce numéro de ligne 39. Les États se sont donc endettés non seulement en accordant des rabais fiscaux importants aux plus riches, mais se sont surtout endettés pour sauver les banques par ailleurs dérégulées, des banques qui peuvent emprunter auprès de la Banque centrale européenne à des taux tout à fait records, désormais moins de 1%, mais des banques qui par ailleurs livrent les dettes souveraines, les dettes des États, les dettes qu'ils ont eux-mêmes provoquées auprès des États, au marché financier, et au marché financier à des taux évidemment qui peuvent dépasser 5, voire même dépasser 6%. Et cette domination du financier s'exerce non seulement sur les institutions politiques, mais aussi sur les relations sociales, sur l'idéologie qui modèle le réseau des relations sociales. Donc une hégémonie du financier qui est animée par une anthropologie, en fait, par une anthropologie implicite, évidemment, mais une anthropologie qui est propagée par toute une série de discours. Foucault aurait sans doute parlé même d'une formation discursive, c'est à la fois une formation discursive et une formation idéologique qui évidemment peut s'appuyer en main des médias, et désormais des médias
extrêmement puissant, dont le monde, par ailleurs, fait partie. Et c'est en fait l'anthropologie, cette anthropologie relativement simpliste, par ailleurs, pour ne pas parler de psychologie, qui fonde le capitalisme, une anthropologie qui est en quelque sorte, là je suis évidemment extrêmement schématique, assortie très grossièrement sur deux piliers, en contradiction d'ailleurs, me semble-t-il. D'une part, la motivation fondamentale de tout être humain serait son intérêt propre et par conséquent le profit, et ce ressort psychologique érigé en principe d'ordre anthropologique entraîne un système social fondé sur le développement des capacités propres, sur la concurrence, la compétitivité et par conséquent la mobilité, donc la liberté, une pseudo-liberté de se réaliser comme individu, qui serait source, une liberté qui serait source d'émancipation dans l'accomplissement individuel, dans l'accomplissement de ce que les anglo-saxons appellent le self. Mais par ailleurs, qui dit profit individuel dit développement de l'économie libérale et évidemment dans l'accumulation capitaliste. La production des biens et des services ne peut donc être que source de profit. C'est la loi du marché, cette loi du marché qu'on nous présente comme une loi naturelle, comme une loi, non seulement une loi universelle, mais surtout une loi naturelle, naturalisée, dans lequel, là aussi pour faire bref, en quelque sorte, à la valeur d'usage, on a simplement substitué la valeur d'échange. De manière donc contradictoire, l'anthropologie contemporaine réduit la liberté de l'individu à la liberté du marché, qui est elle-même érigée en règle, en loi essentialisée, en loi donc naturalisée. Et autant les individus que les relations sociales sont soumis en définitive par ce biais à la marchandisation, à la règle ou aux règles dites du marché, sinon à la règle même de la rentabilité et du profit. Non seulement la rentabilité, mais aussi le profit financier. Une idéologie dont les principes sont appliqués de manière pratique dans les décisions prises, par exemple dans la coterie du forum de Davos, où vous avez une imbrication, cette imbrication qui est aussi très bien montrée sur le plan de Paris, sur le plan de la France, dans le film, le documentaire intitulé Les nouveaux chiens de garde, imbrication donc entre chefs d'État, naturellement acquis au néolibéralisme, banquiers, les plus riches, et puis les représentants des multinationales les plus puissantes. J'arrive à ma conclusion. Le résultat, selon moi, une nouvelle forme de colonialisme, en fait, et un colonialisme double. D'une part, par la mondialisation, on assiste évidemment à la mainmise, et par cette volonté d'ouvrir tous les pays à l'investissement, on assiste à la mainmise des multinationales, des grandes banques privées aussi, sur les ressources humaines de manière générale, aussi bien d'ailleurs sur les ressources dites naturelles que sur les ressources humaines des pays de la planète en général, mais une forme de colonialisme qui se manifeste aussi par des guerres impériales, la guerre notamment conduite par les États-Unis, mais aussi par l'Europe en Afghanistan, mais de manière interposée aussi en Israël, et de manière désormais une intensité un tout petit peu plus basse en Amérique latine. C'est ici, et pour conclure, qu'est pertinent le retour à la démocratie athénienne et au siècle de Périclès.
Et j'aimerais, précisément pour conclure, citer le grand homme d'État, mais le grand homme d'État tel, évidemment pas d'enregistrement de ses discours, tel que le met en scène Thucydide. Thucydide, donc, dans cette première phase de la guerre du Péloponnèse, quand Athènes est constamment menacée par les Spartiates, et ce discours se situe peu avant la mort de Périclès, qui nous dit, enfin, c'est Thucydide Périclès qui nous dit, enfin la cité, la polis, donc la cité démocratique, tire de son empire archaïne une part d'honneur, dont vous vous faites tous, donc vous les citoyens d'Athènes, il s'adresse ici évidemment aux Athéniens, dont vous faites tous gloire et que vous devez légitimement soutenir. Et ne pensez pas qu'il s'agisse uniquement de cette affaire d'être esclave au lieu de libre. Il s'agit de la perte d'un empire, une archée, et du risque attaché aux haines que vous y avez contractées. D'ores et déjà, il constitue entre vos mains une tyrannie dont l'acquisition semble injuste, Adikos, dont l'acquisition semble injuste, mais l'abandon dangereux. Avec son habituelle lucidité, avec son habituelle manière d'éviter tout compromis et toute complaisance, Thucydide, dans le cas particulier Périclès, dit tout haut, me semble-t-il, ce que les membres de l'oligarchie plutocrate qui résident ou fréquentent les salons feutrés des palaces de Davos réalisent eux-mêmes dans cette atmosphère d'ailleurs protégée aussi bien par la police que par l'armée. C'est aussi significatif. La démocratie libérale, donc, est désormais asservie à un vaste empire économico-financier dont le centre n'est évidemment plus ni à Délos ni à Athènes, mais à New York, à Washington, à Londres et aussi, évidemment, en ce qui concerne l'Europe, à Berlin. Comme le développement du capitalisme chinois en offre par ailleurs le contre-exemple, elle n'est plus que l'alibi idéologique, l'alibi institutionnel aussi, de l'appropriation effective du politique par une tyrannie plutocrate, aussi arrogante que destructrice. Merci.